Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, 4 ans déjà se sont passés depuis la réalisation de ce premier film, Le Royaume. Alors déjà, je tenais à vous remercier parce que vous êtes près de 35 000 à avoir regardé ce film. Vous êtes très nombreux également à avoir laissé des messages qui m'ont fait vraiment énormément plaisir parce que c'est vrai que c'était une première pour moi ce film, j'avais aucune expérience, que ce soit en termes de film, en termes de photographie animalière aussi, c'était vraiment mes premiers pas. Je l'ai fait avec très peu de moyens et ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir autant d'avis positifs et de bons retours. Alors, je tenais à vous remercier et puis aussi en même temps à faire un petit mea culpa parce que c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages et je vous cache pas que je n'arrive pas à trouver le temps de répondre à tout ça parce que bon, alors il n'y a pas que sur YouTube, mais voilà, entre mon travail sur le terrain, la post-production, puis ma vie de famille, je n'arrive pas à trouver le temps de vous répondre, mais soyez certains que par contre je vous lis et ça me fait vraiment énormément plaisir. À chaque fois, ça me booste et ça me donne envie de vous proposer de nouveaux contenus à chaque fois. Donc vraiment, un grand merci à vous. Alors il s'en est passé des choses depuis ce film. C'est vrai que alors j'ai continué sur ma démarche faunistique pour répondre un peu aux questions qui m'ont été posées sur ce qui s'est passé depuis. Bien évidemment, j'ai continué cette recherche et cette quête de la faune sauvage. C'est vrai que je communique un peu moins dessus. Je communique beaucoup plus sur la photo de paysage que sur l'animalier. Mais voilà, je continue ce travail. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement aussi. Et c'est justement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'était ce que je voulais vous résumer en quelque sorte. C'est tout ce que je mets en place pour essayer d'observer dans un premier temps la faune, essayer de la comprendre et puis bien évidemment en bonus faire des photos. Alors la plus grande partie de mon travail, vraiment on va dire 95% de mon travail en matière de faune sauvage, c'est le repérage et l'observation. Vraiment la prise de vue, la photo ou les séquences vidéo, ça va être vraiment la cerise sur le gâteau, vraiment le bonus, mais le plus gros du travail, ça va être le repérage. C'est vraiment une étape que j'essaie de ne pas négliger parce qu'elle est déterminante dans la réussite. Alors le repérage, il va être vraiment déterminant parce qu'il va me permettre de définir s'il y a une présence ou non de l'animal dans tel ou tel endroit. Il va me permettre aussi d'essayer de trouver une certaine récurrence. C'est parce que bon, il y a des lieux de passage qui ne sont qu'occasionnels, et voilà, d'essayer de savoir si l'animal revient régulièrement à cet endroit-là. Est-ce que c'est une zone de nourrissage? Est-ce que c'est une zone où il vient se reposer, etc. Donc, déterminer la présence de l'animal, c'est vraiment la première des étapes. Ensuite, quand je suis sûr de la zone, ce que je fais, c'est que je viens beaucoup l'observer aux heures où les animaux ont l'habitude de sortir pour voir un petit peu déjà les schémas de lumière qu'il va y avoir. Donc, où est la lumière, quels sont les angles dans lesquels je pourrais me positionner après pour avoir vraiment la plus belle lumière sur l'animal. Et donc voilà, il y a beaucoup d'observations, je reviens régulièrement sur ces lieux, des fois juste avec les jumelles pour observer. Donc, et une fois que j'ai vu, alors, comment se comporte l'animal, est-ce qu'il sort toujours du même endroit, comment est la lumière, après ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer où est-ce que je vais mettre mon poste d'observation. Alors, je travaille essentiellement en affût. C'est vrai que c'est une technique qui me permet d'avoir vraiment de bons résultats et que je trouve beaucoup moins dérangeante, beaucoup moins intrusive que l'approche. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que j'essaie généralement d'avoir plusieurs postes d'observation pour pouvoir composer avec le vent. Parce qu'en fonction du sens dans lequel est le vent, eh bien, je vais me positionner à tel ou tel endroit pour ne pas que l'animal me sente. Ensuite, je vais chercher vraiment à ce que ce poste d'observation soit le plus invisible possible, que je sois le plus dissimulé possible. Alors ce que je fais, je bâtis rarement des affûts. Ce que je fais généralement, c'est que je taille un emplacement dans la végétation, je me taille un petit espace dans lequel je vais venir me mettre et je vais simplement avoir ma tenue ghillie, qui est une tenue qui est quand même assez efficace. Et puis après, si vraiment besoin est, je vais rajouter des filets alors, pour camoufler mon trépied par exemple ou mon objectif. Mais voilà, je ne bâtis pas vraiment d'affût. Alors ce que je fais généralement, une fois que mes affûts sont positionnés et que je sais où je vais me mettre, je viens de nuit, avant le lever du jour. Généralement, j'essaie de venir toujours 1 heure, voire 1 heure et demie avant que le jour se lève, de manière à ce que je fais beaucoup de bruit quand j'arrive. Je marche, une fois que pour me glisser dans mon affût, je fais du bruit dans les buissons, etc. Donc voilà, je suis pas très discret quand je m'installe. Donc ce que je fais, c'est que j'arrive 1 heure, 1 heure et demie avant que le soleil se lève. Comme ça, j'ai fait du bruit en arrivant, mais une fois que je suis en place,
eh bien je reste 1 heure vraiment immobile, je me fais oublier. Et à ce moment-là, quand la lumière arrive, ça fait déjà 1 heure que je suis silencieux, que je me suis fait un petit peu oublier de la faune sauvage. Et puis quand la nature se réveille en quelque sorte, eh bien je suis déjà en place et je suis prêt à faire des images. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais c'est vrai qu'en fonction des différentes saisons, c'est plus ou moins compliqué. Bien évidemment, l'hiver est une période qui est complexe. Alors c'est une période qui nous facilite la tâche en termes de traque, puisqu'on va repérer les traces beaucoup plus facilement. On va pouvoir même déterminer la fraîcheur de la trace avec beaucoup de facilité. Mais par contre, voilà, là où ça se complique, c'est au niveau de l'affût. Alors parfois c'est vraiment pas facile parce que quand le vent s'en mêle, ça devient compliqué. Le vent, la neige qui tombe, parfois le petit grésil, tout ça, c'est des conditions qui rendent la tâche complexe, mais en même temps qui offrent aussi des ambiances vraiment géniales, quoi. Quand on arrive à photographier un animal dans ces conditions-là, très souvent on a vraiment de très très belles images. Alors là où ça se complique, c'est quand le lieu d'observation se trouve en altitude ici. Alors bon, à certaines saisons, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais bivouaquer sur place, comme ça je suis déjà sur place, j'ai pas 3-4 heures de marche à faire avant d'arriver sur mon lieu d'observation. Donc ce que je fais, c'est que je bivouaque, mais c'est vrai que l'hiver, le bivouac est un petit peu plus difficile à gérer. Et ce que je fais, c'est que généralement, j'essaie de trouver une cabane forestière, un refuge ou bien voilà, un petit lieu qui va m'abriter des éléments où je vais pouvoir passer la nuit. J'essaie de me trouver des petits endroits comme ça de bivouac qui sont pas très très loin de ma zone d'observation. Alors du coup, parfois, c'est vrai que ça m'amène à dormir dans des endroits un petit peu insolites puisqu'il y avait une année, il y avait un hiver où j'avais repéré un endroit où je voulais faire des observations, tout ça, mais bon, c'était à une certaine altitude, voilà, pour y accéder, c'était assez complexe, il y avait pas mal de marches, et j'avais cherché un petit peu où est-ce que je pourrais passer la nuit à l'abri des éléments, etc., relativement proche de cette zone, et puis je tombe sur, il y a un domaine skiable à cet endroit-là, et puis il y a un tire-fesse qui est à cet endroit-là, qui est à peu près 1700 mètres d'altitude, et j'avais fait la demande au responsable de la station, est-ce que ça vous dérangerait si je peux dormir dans cette cabane, là, vous savez, il y a toujours une petite cabane, une petite guérite là, au niveau du télésiège ou du tire-fesse, et puis j'avais demandé si je pouvais passer la nuit dans cette cabane, donc alors on m'a gentiment accordé le droit de passer la nuit là-bas, donc voilà, c'était des endroits un peu insolites, c'était cool parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour me réchauffer, j'avais un poêle, il y avait du bois, il y avait tout ce qu'il fallait, donc voilà, j'avais passé une nuit assez sympa, et puis ce qui était intéressant, c'est que du coup j'étais à une vingtaine de minutes de l'endroit où je voulais faire des observations, donc ça me facilitait la tâche. Alors même si la plupart du temps je privilégie des affûts naturels, je me taille un petit emplacement dans la haie et puis je viens me faufiler avec ma tenue ghillie, pendant un moment j'avais essayé aussi j'avais essayé la tente d'affût, je trouvais ça vraiment intéressant, c'était vite monté, c'était pas très très lourd à transporter, et puis vraiment là pour le coup on est vraiment bien camouflé, elles sont conçues pour l'observation, donc elles ont des petites fenêtres un petit peu partout qui offrent un champ de vision qui est assez intéressant. Alors ce que je faisais quand je voulais faire un affût avec cette tente, c'est que généralement je venais la positionner à un endroit, voilà, qui était intéressant pour moi, et je la laissais comme ça toute seule pendant 2-3 jours, de manière à ce que la faune autour s'habitue à la présence d'un nouvel élément sur leur territoire, et puis donc comme ça c'était un petit peu, voilà, j'avais déterminé que 2-3 jours suffisaient à ce que la tente fasse partie du décor, et puis après je venais faire mon affût. Sauf que pas de bol, un jour j'avais positionné ma tente comme ça, alors, je m'étais bien embêté parce que j'avais dû creuser la neige, il y avait une grosse épaisseur de neige, donc j'avais creusé comme ça pour pouvoir positionner ma tente, etc. Et puis je m'étais dit cool, voilà, là je suis bien positionné, j'avais un super angle de vue, et puis je m'étais dit je la laisse 2-3 jours comme ça pour qu'elle se fasse un peu oublier. Et puis le jour où je suis arrivé pour faire mon affût, en plus j'étais arrivé de nuit et tout, j'avais un bon 3/4 d'heure de marche pour arriver jusqu'à ma tente à affût, et puis j'arrive un matin et puis elle n'y était plus. Alors pour la petite histoire, j'ai vu la personne qui m'a pris ma tente, puisque ce que je fais souvent quand j'ai un affût comme ça, je positionne un piège vidéo
pas loin, et où généralement je fais en sorte d'avoir mon affût dans le champ du piège. Et puis ben là j'ai vu en fait, j'ai vu la personne qui passait et qui a pris ma tente. Donc voilà, donc ça m'avait un petit peu agacé, d'autant qu'on était dans zone cœur du parc national, et puis ben, la personne qui passait avait un fusil à l'épaule et puis son collègue avait un chamois dans le dos. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, petit clin d'œil. Donc maintenant, j'ai plus de tente à fût, mais bon, voilà, ça fonctionne très bien. Ma méthode avec ma tenue ghillie fonctionne assez bien. Et donc, j'ai continué, voilà, je continue à faire des observations. Alors, même si c'est des espèces communes, en fait, je me régale de tout. Je suis pas dans la recherche de l'animal ultra rare, etc. Je prends énormément de plaisir à observer un chamois qui est dans son milieu naturel. Voilà, je prends autant de plaisir à observer un chamois qu'un bouquetin. Alors les bouquetins, j'aime beaucoup parce que ils sont beaucoup plus tolérants, ils nous acceptent plus facilement. Bon, toujours pareil, hein, en fonction de voilà, c'est à nous aussi de nous comporter de la bonne manière. Hein. Le tout n'est pas d'arriver comme un bourrin et de déranger, mais quand on fait les choses correctement, ils nous acceptent avec beaucoup plus de facilité que d'autres espèces. Et donc du coup, on peut les observer vraiment dans leur vie, dans leur quotidien. Et j'aime beaucoup le bouquetin pour ça. Alors en ce moment, il y a un animal qui me donne beaucoup de fil à retordre, c'est le renard. Alors le renard est particulièrement difficile à faire ici. Il est surtraqué, donc il est assez complexe à faire. Et là, ça fait à peu près 2 mois que je suis, que tous les matins, en tout cas presque tous les matins, je suis en affût. Et j'observe un renard. Alors je dis un renard, mais c'est vrai que pendant un moment, je pensais qu'il était tout seul. Et en fait, ils étaient 2. Il y avait un mâle et il y avait une femelle, et tous les matins, je les observe chasser, etc. Donc, mais je n'arrive jamais à être au bon endroit, à la voir, parce que j'ai une photo bien en tête que je voudrais réaliser, et je n'y arrive pas. À chaque fois, je les ai à grande distance. Alors j'ai fait 1 ou 2 photos qui sont assez sympas. On voit le renard qui est assez loin quand même, mais dans un décor assez sympa. Donc, mais c'est pas ce que j'ai en tête, c'est pas l'image que j'aimerais réaliser. Et vous savez, bon, souvent on parle du renard en disant qu'il est rusé, etc. Ben là, je crois que je suis tombé sur un spécimen qui est particulièrement rusé, parce que quoi que je fasse, même si je suis dans le bon sens du vent, que je suis bien planqué, je suis bien camouflé, je suis à un endroit où je l'ai repéré, où j'ai vu qu'il passait plusieurs fois et tout ça. À chaque fois, il change ses habitudes. Tous les matins, il change ses habitudes. Il est toujours dans la même zone, mais un coup, il est à un endroit, je vais me positionner à cet endroit-là le lendemain, il est dans un autre, et à chaque fois, il est à distance, et à chaque fois, j'arrive pas à l'avoir comme je veux. Après, il y a eu des moments où j'ai pu le filmer, et il y a des moments particuliers où je le voyais mulotter, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, on remarque des choses qu'il n'y a pas dans les manuels voilà, de naturalistes, etc. Il y a des choses qu'on ne peut remarquer, qu'on peut apprendre que sur le terrain. Des petits détails. Un exemple, bon, je vois les empreintes dans la neige du renard, hein, parce qu'il s'enfonce comme tout le monde. Et il y a des endroits où, bon, certes, la neige était un petit peu gelée, mais où on s'enfonce quand même facilement. Et là, je voyais des petites empreintes du renard, mais vraiment à la surface de la neige, sans s'enfoncer. Je voyais juste les traces des coussinets comme ça, et je me disais, mais c'est pas possible. Il s'enfonce pas, comment il fait? Parce que voilà, l'épaisseur de neige dure, elle est très fine. Je me dis, comment il fait pour ne pas s'enfoncer? Et c'est en le filmant un matin que je l'ai observé, et j'ai trouvé ça hallucinant. La technique de chasse est hallucinante quand on l'observe dans le détail. Déjà, il fonctionne, j'ai l'impression, beaucoup à l'oreille, puisque un petit peu plus même alors bon, on le voit, la truffe au sol, en train d'essayer de renifler, de trouver voilà, quand il est en train de mulotter comme ça, il y a souvent la truffe au sol, et quand il a repéré quelque chose, son approche est dingue. Il arrive à approcher tout doucement et à amortir chacun de ses pas, comme ça on voit qu'il amortit chacun de ses pas pour ne pas s'enfoncer. Et
Quand il a vraiment repéré le mulot ou le campagnol, on le voit avec la tête comme ça, il fait des petits mouvements de tête. Alors en me renseignant un petit peu, j'ai compris que, enfin, j'ai appris que c'était vraiment au niveau du son. Il oriente ses oreilles pour essayer de capter le son et déterminer, parce que bon, faut pas oublier que sa proie est sous la neige. Il ne la voit pas, juste il l'entend. Alors il a reniflé et puis il l'entend. Et on voit avec la tête qu'il fait comme ça pour essayer de déterminer où est-ce qu'il est exactement. Et puis vient ce moment qu'on apprécie tous en tant que photographe ou vidéaste, c'est le moment du mulottage où il se met sur les pattes arrière comme ça, il prend son impulsion et il plonge comme ça la tête la première pour essayer de choper le campagnol. Alors il réussit pas à tous les coups, mais il a quand même, voilà, moi je l'ai quand même vu sortir pas mal de campagnols du champ. Donc c'est là où on voit que c'est quand même un bel allié pour les agriculteurs, parce que franchement, quand on voit, je l'ai filmé parfois comme ça toute la matinée, mulotté, il faut voir le nombre de campagnols qu'il est capable de sortir en une matinée. Il est plus efficace que n'importe quel raticide, ça c'est clair. Donc voilà, le fait de l'observer, on fait pas forcément des photos, mais du coup on en apprend beaucoup sur l'animal, parce qu'on voit toutes ces petites techniques, toutes ces petites choses comme ça et puis il faut pas oublier qu'ils sont comme nous, ils ont chacun leur propre caractère. Certains vont être plus téméraires que d'autres, certains dès qu'ils vous auront repéré, par curiosité et puis parce qu'ils sont un peu téméraires, ils vont venir vers vous pour essayer de voir ce que vous êtes, ils vont se rapprocher. D'autres vont être au contraire très très craintifs et à la moindre alerte, ils vont s'enfuir. On arrive à déterminer presque la personnalité de chaque individu en les observant. Et ça m'amène parfois même à leur donner des petits noms et puis d'essayer de on les retrouve, de temps en temps, on le repère. Ah tiens, ça c'est c'est le balafré, donc lui il a un caractère particulier, celui-là il est comme ci, celui-là il est comme ça. Et ça c'est valable pour toutes les espèces, que ce soit le renard ou le chamois. Parfois on repère une petite particularité aussi sur un individu qu'on a observé, sur la corne, sur le poil ou sur quoi que ce soit, et puis on le retrouve et on le suit comme ça et je trouve ça hyper intéressant en fait. Donc voilà, en quelque sorte, un peu ce que je fais, mon quotidien. Alors une partie de mon quotidien depuis le royaume, c'est cette traque, ces heures d'observation, d'apprentissage de la nature où je me régale, j'en apprends tous les jours. Et alors il y a un outil que j'utilise énormément dans ma recherche faunistique, c'est le piège vidéo. Ça c'est vraiment pour moi un outil indispensable aujourd'hui. C'est vrai que il facilite énormément la tâche justement sur le repérage, puisque en le positionnant à un endroit stratégique, on va voir s'il y a de la récurrence, on voit les heures de passage, on voit les jours, les heures, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant. Et puis j'adore en fait cette espèce d'adrénaline qu'il y a quand on va chercher, qu'on va relever les pièges. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On a une vision sur la faune qui est vraiment immersive, mais on peut pas faire mieux, quoi. Parce qu'en plus c'est positionné, ça dérange pas l'animal, quoi. C'est vraiment positionné à des endroits, on peut le mettre devant un terrier et on va observer ce qui se passe, par exemple, devant un terrier pendant des jours et des jours, sans déranger. Et ça c'est fabuleux, parce que moi il m'est arrivé de me rendre compte. Alors je savais que parfois les terriers sont partagés par les blaireaux et les renards. Bon, on sait que souvent la renarde, lorsqu'elle veut mettre bas, elle utilise le terrier d'un blaireau ou un vieux terrier qui est plus utilisé, etc. Elle va l'aménager. Mais j'avais jamais vu encore un renard et un blaireau utiliser le même terrier, en tout cas la même entrée. Puisque souvent il y a plusieurs entrées comme ça sur un terrier. Parfois il peut y en avoir 15, 20 entrées. Et donc du coup ça permet quand même d'avoir, ils peuvent avoir chacun leur vis de leur côté, le blaireau peut être de son côté, la renarde peut être de l'autre. Mais là ce qui était intéressant, c'est qu'un jour je positionne mon piège face à un terrier et je me rends compte que ce terrier il plaisait beaucoup aux deux, puisqu'il y avait à la fois le blaireau qui utilisait cette entrée-là et à la fois une renarde. C'était marrant de voir qu'à 2 heures d'intervalle, on avait un coup le blaireau qui sortait, qui faisait son petit ménage, et puis après on voyait la renarde rentrer par la même entrée. Donc voilà, on peut observer comme ça avec le piège beaucoup de choses intéressantes. Alors là dernièrement, il y a eu un moment aussi où j'ai positionné mon piège à un endroit qui était hyper stratégique. Je suis tombé sur une carcasse en fait en plein repérage. Je tombe sur une carcasse de chamois qui venait d'être prédatée, mais vraiment c'était très récent. Je pense que la prédation avait dû avoir lieu peut-être 2 heures avant mon arrivée, 1 ou 2 heures avant mon arrivée. C'était très très frais.
Et donc du coup, je dis chouette, tu vois, je vais pouvoir mettre ma caméra vraiment orientée sur les restes et puis je vais voir qui vient se nourrir dessus. Alors je m'étais imaginé le renard, je m'étais imaginé le loup qui venait manger dessus parce que bon, je pense que cette prédation, je pense que clairement c'était le loup et je me suis dit putain génial, je vais pouvoir voir si le loup revient dessus, je vais pouvoir le filmer, etc. Et puis bon, en fin de compte, en ayant positionné mon pied, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais. Effectivement, le renard est venu. J'ai vu un renard qui s'est approché plusieurs fois, une fois, deux fois. Il tournait autour, mais sans toucher à la carcasse. Et finalement, c'est deux gros sangliers qui sont arrivés et qui ont fait leur affaire des restes de ce chamois. Donc comme quoi, voilà, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, c'est un outil que j'aime beaucoup, le piège vidéo. C'est vrai que voilà, de temps en temps, on tombe sur des scènes un petit peu insolites. Alors voilà un petit peu en résumé ce que j'ai fait depuis ces 4 dernières années, depuis le Royaume. Donc il y a eu énormément d'observations, énormément de recherches, énormément de temps passé dans la nature. Et puis pas beaucoup de photos au final, parce que c'est vrai que je deviens de plus en plus exigeant. Il y a des choses, j'ai des images en tête que je veux absolument réaliser, et puis voilà, ça demande du temps. Mais voilà, beaucoup d'observations, j'ai appris beaucoup de choses en fait en les observant. Et puis voilà, donc je continue cette quête. Alors cette année, j'ai pour projet comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai pour projet de faire un nouveau film qui sera un petit peu dans la continuité du Royaume, dans le même état d'esprit, alors qui sera peut-être pas spécifique à la faune sauvage, ce sera la nature en général, je pense. Mais voilà, j'aimerais faire un film beaucoup plus abouti puisque bon, le Royaume avait été fait vraiment avec les moyens du bord. J'avais strictement rien, j'avais ni les compétences, ni les connaissances, j'avais pas de sponsor, pas de partenaire, rien du tout. Je me suis vraiment lancé dans l'inconnu. J'ai fait ça avec ce que j'avais. Et là, je voudrais vraiment faire quelque chose de plus abouti, plus professionnel. J'ai accumulé depuis un petit peu plus d'expérience et voilà, j'aimerais réaliser quelque chose de beaucoup plus abouti. Alors voilà, pour me permettre de réaliser ce film, cette fois-ci, si je veux faire quelque chose de plus abouti, de plus professionnel, il me faudra du financement, ça c'est certain, contrairement à la première fois. Et donc j'ai l'intention de lancer un financement participatif, où en quelque sorte, vous serez un petit peu vous-même les producteurs de ce film, voilà, si vous participez. Et donc, je ne sais pas exactement encore quelles seront les modalités, etc. Je pense que je vais communiquer très prochainement dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez connectés pour être au courant des prochaines actualités. Et puis, je vous dis à plus et soyez créatifs. Allez, ciao, ciao.